Bien alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que la vie est belle, malgré la pluie, parce que qu'est-ce qu'on a pris sur le coin de la figure. Eh bien moi, je me sens un petit peu mieux, je suis toujours fatiguée, mais ça va nettement mieux. Voilà, c'est déjà ça de prix. En tout cas, vous avez fait des commentaires nombreux et vraiment très gentils, et je suis sûre que ça m'a aidé. Je sais qu'il y en a quelques-uns voilà, et qui ont prié, et ça peut aider, hein. En tout cas, ça va. Voilà. Donc c'est pour ça que je veux vous faire plaisir. Aujourd'hui, j'ai bien travaillé sur un sujet que j'avais déjà pris. On en parlera après. J'avais déjà exposé dans le passé, il y a très longtemps de ça, hein. Et je reprends ce sujet en creusant, évidemment, et qui sera en deux parties cette fois, parce que c'est long. Je me suis un petit peu plus développée sur ce sujet-là, donc voilà. Et puis merci pour tout ce que vous faites aussi sur le reste, donc les pouces, vous prendre les pubs. Alors j'ai vu que ça marchait quand même un petit peu. C'est pas que ça fasse un bond extraordinaire, mais j'ai remarqué que ça jouait, hein. Donc si vous pouvez continuer sans que ça vous ennuie trop, parce que j'ai un petit peu scrupule à vous demander tout ça, mais malheureusement au point où on en est, on n'a pas trop le choix. Et puis, pour le reste, il y a eu les boosts. Alors, ce truc-là, je sais pas si ça compte, si ça marche. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait des résultats et que j'ai pas cette vidéo que j'ai fait la dernière fois n'a pas plongé comme ça arrive quand on fait une vidéo qui marche. Et parce qu'après, en général, on se fait les abysses. Donc, celle-ci a pas trop marché, pas trop mal marché sur Trianon. J'en ai été contente parce que ce sujet, je l'aimais bien. Et je suis contente que ça vous ait plu, que des gens qui ne connaissaient pas se soient intéressés au sujet. Il y a eu des témoignages aussi de personnes à qui c'est arrivé. Il est arrivé des drôles de choses à Trianon. Donc, c'est toujours très bien, vous voyez, quand vous connaissez un sujet et qu'il vous arrive quelque chose, de le témoigner pour pouvoir partager avec les autres. C'est le but de mes vidéos, le partage et de l'information. Et quand les, les personnes qui m'écoutent jouent le jeu, c'est très sympa. J'apprécie beaucoup et en général, si je le vois, parce que des fois, il y a peut-être des choses que je vois pas et je fais de mon mieux pour voir, eh bien, je lis toujours ça avec plaisir et voilà. En tout cas, merci, merci, merci. Et maintenant, je sais que vous êtes impatient, très impatient même, de savoir ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors, bon, vous connaissez le titre, en tout cas. Je vais parler d'Elisabeth Kubler-Ross, qui est un médecin psychiatre américain qui a eu un parcours absolument phénoménal. Et bon, elle a beaucoup parlé des phénomènes de la mort, des EMI, de tas de choses comme ça. C'est absolument fabuleux ce qu'elle a raconté. Et mais elle est prédestinée, cette femme-là. Et c'est cette voie vers la vocation et dans le chemin de sa prédestination que je vais vous emmener aujourd'hui. Voilà, parce que les choses n'arrivent pas par hasard. Et dès sa naissance, le sujet sera sur le tapis, parce qu'elle a failli mourir. Elle était triplée, comme vous allez le voir, et toute petite, petite, petite. Et quand elle est née, c'est pas gagné de survivre dans ces conditions-là. Donc ça l'a côtoyée toute sa vie. Et je crois qu'on a un chemin tracé quand on fait partie de ces humains majuscules, ces êtres humains qui ont des qualités de cœur formidables et qui ont quelque chose à partager avec le reste de l'humanité. C'est ce qu'elle a fait. Toute sa vie, avec des embûches, des choses extrêmement difficiles à vivre, et elle est arrivée. Voyez. Alors, remarquez, en général, les êtres humains majuscules n'ont pas une vie pavée de facilité, hein. Voilà. Elle a eu sa dose, bien comme il faut, si je puis dire. Donc voilà, on va en venir au sujet. Alors encore merci. Et là, c'est parti. Alors, Elisabeth Kubler-Ross est née le 8 juillet 1926 à Zurich, près de Zurich très exactement, dans une famille aisée de la haute bourgeoisie conservatrice, faisant partie d'une fratrie de triplés.
Elle était la plus faible de constitution par rapport à ses sœurs qui s'appellent Erika et Eva. Elle ne pesait en effet que 2 livres, c'est-à-dire à peine 1 kilo à la naissance, et pourtant, elle montrera un instinct de survie absolument incroyable alors que ses chances sont bien faibles. À cette époque, en effet, il était bien rare qu'un nourrisson tout petit survive, il y avait une mortalité infantile terrible, puis il n'y avait pas les couveuses ni ces choses-là, hein, voilà. Et face à l'incroyable détermination de ce minuscule bébé qui va se battre pour ne pas mourir, eh bien la doctoresse qui l'a mise au monde, qui se targuait par ailleurs d'avoir quelques petits dons de voyance, avait dit à ses parents, vous n'aurez jamais à vous inquiéter de celle-là. Eh ben écoutez, l'avenir lui a donné raison, puisqu'elle s'est débrouillée toute seule toute sa vie, contre vents et marées, dirais-je. Son père, Ernest Köbler, un homme sévère, au point parfois d'en être très dur, hein, vous allez le voir, il y a des moments, il a des réactions qui sont d'une dureté sidérante, était le directeur adjoint de la plus grosse entreprise de fourniture de la ville de Zurich, des fournitures de bureaux. Au contraire de son mari, son épouse était une femme tendre, aimante, attentionnée, qui consacrait tout son temps au bien-être de sa petite famille. Elle le faisait très bien. Et l'enfance d'Elisabeth Kubler-Ross sera plutôt heureuse, même si elle n'a jamais manqué une occasion de souligner qu'être issue d'une fratrie de triplés a été un véritable cauchemar qu'elle n'aurait pas souhaité à son pire ennemi, je la cite dans le texte. Elle supportera mal, en effet, que sa mère les confonde en raison de leur ressemblance et qu'elle ne fasse strictement rien pour les individualiser. Elle les habillait d'ailleurs toutes les trois exactement à l'identique, ce que Elisabeth ne supportait absolument pas, tout comme le fait de recevoir les mêmes cadeaux aux anniversaires, à Noël et tout ça, ça lui plaisait pas du tout. Et comble de malchance, eh bien il se trouve que ses sœurs obtenaient souvent les mêmes notes qu'elle à l'école, et ça, elle ne supportait pas non plus, car une fois encore, même sur ce terrain, elle ne parvenait pas non plus à se dissocier d'elle, ce qu'elle voulait absolument. Sa nature était donc très indépendante, frondeuse dès sa petite enfance, et cette petite enfance, dans cette petite enfance, elle va vraiment étouffer. Et après, elle prendra son envol et vous verrez qu'elle va voler très haut. Bien plus tard, elle écrira tout de même que c'était un choix qu'elle avait fait avant sa naissance, et qu'au fond, après tout, ça avait été une bénédiction. Bon, elle avait compris que le chemin de vie de quelqu'un qui a une mission à accomplir sur cette terre n'est pas toujours pavé de joyeuseté et de facilité. Après avoir séjourné quelques années dans un appartement à Zurich, la famille va déménager dans un charmant village situé au bord d'un lac, et notamment dans une belle maison qu'Elisabeth Köbler appelait la Maison Verte. Pour elle qui adore la nature, alors là c'est fabuleux, il y a des animaux, il y a le grand air et il y a de l'espace pour s'ébattre, enfin elle respire. Très jeune, elle se montrera très compassionnelle vis-à-vis des autres, ainsi on l'entendra souvent dire que lorsqu'elle sera grande, elle partira en Inde pour aller soigner les pauvres qui sont légion à cette époque dans le pays, il faut bien le dire. Et après avoir lu des livres où il y avait des photos d'enfants à la peau noire, elle rêvera désormais de partir pour l'Afrique. Changement de cap. Et elle fera des pieds et des mains auprès de ses parents pour qu'on lui offre une poupée de couleur noire. Une poupée noire. Bon. Inutile de préciser qu'au début des années 30, c'était pas l'article qu'on trouvait couramment, et que pour trouver ça, il fallait chercher. Donc désormais, tout ce qui touche à l'Afrique la passionne, elle ne voit que par cela. Elle rêve désormais de sauver les Africains, son modèle étant évidemment le docteur Albert Schweitzer, que vous voyez en photo, rien de moins. Et c'est pour ça qu'elle veut devenir médecin comme lui et aller soigner les plus démunis. Et sa passion pour l'Afrique va prendre des proportions telles qu'un beau jour, alors qu'elle n'est encore qu'une petite gamine, elle va se sauver de chez elle va prendre le bus toute seule comme une grande et elle va foncer aux eaux de Zurich parce qu'elle a entendu parler de l'exposition d'art africain qui s'y tenait. Et là-bas, évidemment, elle entendra cette fameuse musique africaine qui l'enchante et que la société occidentale commence à découvrir en ces années folles que sont les années 30. Hélas, ses parents ne verront pas exactement les choses du même œil et quand elle reviendra de sa petite escapade, la punition sera absolument terrible. Pour autant, elle a fait une erreur, elle ne se rebellera pas.
Les années passant, son père, qui va réaliser que sa lubie africaine ne faiblit toujours pas, est on ne peut plus agacé. C'est pas un facile, le bonhomme, hein. Mais quelle idée saugrenue, qu'est-ce qu'elle a en tête? Autant le dire qu'il a dans l'idée d'un autre avenir, un tout autre avenir pour elle. Bien plus raisonnable. En fait, elle sera secrétaire comptable, c'est ce qu'il lui a dit, dans l'entreprise où elle travaille, et puis un point c'est tout. Et c'est durant ces années où sa passion pour l'Afrique la dévore qu'Elizabeth Kubler-Ross va attraper un gros rhume. Un gros rhume qui va dégénérer en pleurésie, puis ensuite en pneumonie. Et son état est si sérieux qu'on va la transporter en urgence à l'hôpital. Son séjour là-bas sera un véritable choc pour elle, et vous allez voir pourquoi. Alors effectivement, à l'époque, les antibiotiques n'existaient pas, donc quand on tombait malade, souvent c'était très 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 grave. Un simple rhume pouvait dégénérer très gravement. Donc une fois qu'elle est là-bas, elle va s'apercevoir que les médecins comme les infirmières n'auront pas le moindre mot de réconfort pour elle. Pire encore, ils ne lui adresseront même pas la parole. Elle n'aura été qu'un vulgaire objet, qu'elle n'aurait pas été traitée différemment. Elle n'existe pas. Elle séjournera finalement dans une sorte d'aquarium où ont été installés 2 lits. Cet aquarium est éclairé 24 heures sur 24 par une sorte de coupole. Elle le partage avec une autre gamine au teint translucide de porcelaine, je la cite, qui est un peu plus âgée qu'elle. Mais contrairement à elle, la malheureuse ne reçoit absolument aucune visite de ses proches, elle est toute seule. Jamais personne ne vient la voir. Et comme elles sont incapables de se parler, vu leur état, bien elles se dévisagent. Et Elisabeth Kubler-Ross révélera plus tard qu'elles conversaient en fait sans se parler. Il suffisait qu'elles se regardent pour échanger de longues conversations, et elle dira que ces échanges muets étaient une sorte de transmission de pensée naturelle. Et puis une nuit, la petite Elisabeth, qui s'est soudainement réveillée, va apercevoir son amie qui l'observe. Son regard est grave, et elle va recevoir immédiatement un message télépathique de sa part qui lui annonce qu'elle ne va pas tarder à s'en aller, que la vie va la quitter avant que l'aube ne se lève. Évidemment, Elisabeth est effondrée, elle est inquiète, elle va faire tout pour le rassurer, elle lui transmettra à son tour un message. « Ne t'en fais pas, il y a les anges qui attendent !» Et c'est à ce moment qu'elle va réaliser qu'elle voit à travers son amie, et même au-delà. Elle distingue des choses invisibles et la voilà stupéfaite, elle ne comprend pas du tout ce qui se passe. En tout cas, elle a parfaitement compris ce que sa compagne a voulu dire, et comme elle n'accepte pas l'idée de sa mort imminente, elle va multiplier les messages pour l'inciter à se battre plus que jamais, vu ce qu'elle fait d'ailleurs depuis un moment. Mais oui, elle va guérir et elle va bientôt rentrer chez elle. Et à cela, sa compagne va lui renvoyer un message, lui indiquant que sa famille est morte. Tout le monde est de l'autre côté, qu'il ne vaut surtout pas qu'elle s'inquiète pour elle, que tout ira bien. Elisabeth Kubler finira par se rendormir et lorsqu'elle se réveillera, elle constatera au petit matin que le lit, le petit lit voisin où était sa compagne, est vide. Aucun médecin, aucune infirmière ne viendra lui donner d'explication, ni même lui offrir un mot de réconfort, ce qui évidemment va la choquer infiniment. Elle en sourira cependant intérieurement, car elle a le sentiment d'en savoir beaucoup plus que ses médecins et ses infirmières dénuées de cœur. Sa vie est triste et insipide, et elle va continuer à la poursuivre dans cet hôpital sinistre, dans une solitude absolue, hormis quand les membres de sa famille viennent la voir. Et ceux-là, effectivement, viennent régulièrement la voir, mais ils doivent rester confinés derrière les murs de l'aquarium, et ça la révolte. Elle en veut beaucoup aux médecins, et elle leur en voudra encore davantage très bientôt, puisqu'elle finira un moment les mains entravées, et il y a une raison à cela. De curieuses ampoules sont en effet apparues sur ses lèvres, et elle en arrache les peaux mortes, si bien qu'elle saigne sans arrêt. Donc, comme elle n'arrête pas, on va lui entraver les mains, elle peut plus bouger du tout. Et pour une personnalité telle que la sienne, rien ne peut être pire. Elle finirait heureusement par guérir après avoir reçu une transfusion de sang de son père, Ernst Kubler, qui est quand même assez rigide, mais là, voilà.
Et le jour de la sortie de l'hôpital, celui-là est venu la chercher gentiment. Il a amené une petite valise pour qu'elle se change avant de sortir. Et quand il a un sourire éclatant, ce qui n'est pas dans ses habitudes, en général, il est plutôt renfrogné, le bonhomme. Et là, quand elle va ouvrir la petite valise, Elisabeth, qu'est-ce qu'elle va trouver? Ses vêtements, certes, mais bien en évidence posés dessus, une poupée noire. Donc elle est toute contente. Et elle va se ressortir, la petite fille, de ce séjour hospitalier avec l'idée que si un jour elle est amenée à soigner les autres, comme elle le souhaite, ce ne sera certainement pas en se comportant comme ceux et celles qui l'ont sortie d'affaire, sans jamais lui témoigner la moindre compassion. Bon, elle se remettra peu à peu de cet épisode marquant, tant sur le plan physique que psychique. Elle retrouvera son énergie, sa gaieté habituelle. Faut dire que chez les Publer, on ne s'ennuie pas. On fait souvent la fête, on fait de la musique ensemble et on chante ensemble. Donc, on est joyeux. Donc, elle va passer à autre chose assez facilement. Et cet épisode éprouvant ne changera rien donc à sa manière d'être. Il y aura toujours chez cette gamine une idée profonde de se démarquer par tous les moyens du trio qu'elle forme avec ses sœurs, ce qui ne sera pas aisé, vous allez voir. Parce que sa mère continuera à lui faire porter, là sur la photo, vous les voyez toutes les trois, elles sont ados quand même, des vêtements parfaitement identiques. Je crois que jusqu'à leur majorité, elles ont été habillées de la même façon. Et pour se dissocier d'elle, elle accumulera les petites bêtises, et les comportements provocateurs, voire bagarreurs. Et comme elle ne supporte pas la justice, elle le se fera savoir sans arrêt, haut et fort, et ça finira parfois à coups de poing. À la sortie de l'école, il y a des vilains gamins du coin qui viennent casser la figure des plus faibles à l'école, et puis bon, des gamins de l'école qui se battent entre eux et qui assomment les plus faibles, et comme ils sont sans défense et qu'elle les malmène, elle intervient et elle tape du poing et elle cogne. Mais bon, elle se fera pas évacuer de l'école puisque c'est une très bonne élève. Voilà. C'est ce qui la sauve. Sinon, à mon avis, elle aurait pas fait long feu. Depuis qu'elle a retrouvé ses forces, sa passion pour les animaux est devenue plus vive que jamais. Dès qu'elle a un moment de libre, elle parcourt la campagne environnante à la recherche d'animaux blessés qu'elle ramène chez elle. Le plus souvent, ce sont des oiseaux qui sont pas en forme, mais des fois, elle ramenait des serpents. Alors là, ça marche moins bien, les parents sont pas trop d'accord. Puis un jour, comme elle aime vraiment les animaux, on va lui offrir un petit singe mandarin ou capucin, qu'elle va adorer, qu'elle a baptisé Chiquito, et elle a aussi des lapins domestiques. Et là, avec les lapins, ça va pas très bien se passer avec Papa Kubler. Comme ceux-là vont proliférer à une vitesse vertigineuse, son père va décider un beau matin qu'il faut en finir, et que désormais on servira du lapin à table. Et elle vivra ça comme un drame, ce qu'on peut comprendre, c'est affreux de faire ça à ces mômes, Et ce d'autant que son père, avec une certaine perversité, une fois par mois, l'enverra chez le boucher avec un lapin dans le panier, pour que le boucher le tue et le prépare pour qu'il passe à la casserole. Tous les pauvres lapins y passeront, n'en restera qu'un qui s'appelle Blashy. Et ce bon gros lapin noir dont j'ai fait une représentation, j'ai mis une représentation photo, son Blashy, elle l'adore. Il est son consolateur, il est son confident. Un lapin psychanalyste, écrira-t-elle bien plus tard. Elle le couvre de câlins et pourtant, son père qui sait tout ça, qui le voit, va la contraindre à l'emmener chez le boucher comme ses congénères. Et il finira dans un plat. Et quand ça arrivera sur la table, non seulement elle n'en mangera pas, mais elle ne mangera jamais plus de lapin de sa vie. Voilà. Comment on peut être aussi cruel quand même? Faut être un peu raide et passablement pervers pour faire quand même quelque chose comme ça. Enfin, moi je trouve ça me choque beaucoup. Si Elisabeth Kubler était une excellente élève, très douée même, en mathématiques et en littérature, ça va se passer un peu moins bien sur l'éducation religieuse qui est dispensée dans son école par un pasteur protestant. Si elle nourrit une véritable attirance pour le spirituel, elle ne parvient absolument pas à adhérer aux prêches du pasteur qui ne parle finalement qu'un Dieu vengeur. Pour elle, Dieu, c'est pas ça du tout. Dans sa tête, un vrai Dieu ne peut passer son temps à faire régner la peur et la culpabilité dans le cœur des humains, c'est pas logique pour elle. Et en plus, ce pasteur est un sale bonhomme, un bonhomme détestable. Tout le monde sait qu'il bat comme plâtre ses 5 enfants et qu'il les affame. Il est charmant.
La gamine a donc fini par le prendre sérieusement en grippe, hein, ce pasteur. Il y a de quoi. Et en fait, elle le déteste. Elle le déteste et le jour où il s'en prendra à l'une de ses sœurs, qu'il a à tort accusé d'avoir triché, alors que c'est absolument pas le cas, eh bien, ce sale type va cogner, va prendre sa sœur par les cheveux et cogner sa tête dans la tête de sa voisine. Et là, Elisabeth va bondir, elle va répliquer en lui lançant son livre de psaumes à la figure. Ceci fait, elle va se mettre à hurler tout ce qu'elle sait et tout ce qu'elle a sur le cœur, surtout notamment sa façon d'agir qu'elle estime en contradiction avec les enseignements qu'il dispense. Cette fois, il a vraiment dépassé les bornes à son goût. Il fallait qu'elle le lui dise bien en face. Et c'est ce qu'elle a fait. Et pour autant, une fois de plus, elle ne sera pas renvoyée de l'école, mais elle et sa sœur seront dispensées du catéchisme. Ça vaut peut-être mieux. Et un autre événement va marquer profondément la petite Elisabeth Kubler-Ross, alors qu'elle n'a qu'une douzaine d'années. Sa sœur Erika va soudain déclarer un jour qu'elle ne veut plus aller faire des randonnées en montagne comme elle le faisait avant et elle adorait ça. Ernst Kubler pense qu'elle tire au flanc et en réplique, il va donc lui imposer une balade en montagne, une bonne balade bien compliquée qui va hélas très mal se terminer puisque la gamine va falloir après l'emmener aux urgences hein, parce qu'elle est très mal. Elle souffre le martyre, mais on ne sait pas trop de quoi. On pense qu'elle joue la comédie pour être dispensée d'exercice physique, et les médecins commencent même à se dire qu'elle est peut-être un peu hystérique. Et comme on pense qu'elle a fabule, on va la contraindre à marcher sur un tapis roulant, ce qui va la faire hurler de douleur. Elle est au bord de l'évanouissement tellement elle souffre. Et on finira par découvrir qu'elle est en réalité atteinte de poliomyélite, doublée d'une ostéomyélite. Donc c'est très grave. Rien que ça. Hein. Ce traitement infligé à sa sœur par les médecins va profondément indigner encore une fois Elisabeth Kubler et la renforcera dans sa conviction qu'elle doit absolument devenir un médecin idéal pour guérir et sauver les autres. Et on vit dans une époque un peu compliquée, et même plus que compliquée, qui annonce le pire, et c'est ainsi qu'en 1939, les troupes nazies s'apprêtent à envahir la Pologne. Et dans le cadre de son activité, son père, qui voit souvent des hommes d'affaires de passage évoquer la situation, entend de plus en plus souvent ce qui concerne la situation des juifs polonais. Et puis il entend parler également de la construction de camps de concentration pour les y enfermer. Elisabeth Kubler n'a que 13 ans à l'époque, mais elle comprend déjà très bien la situation, ce qui est en train de se passer. Et au fil du temps, elle va se mettre à haïr les nazis, surtout quand les soldats suisses vont commencer un peu plus tard à répandre la rumeur voulant que les camps de concentration sont fonctionnels désormais et que les juifs commencent à être sauvagement assassinés par milliers dans ces horribles endroits. Et dans les années qui suivront, ce seront des milliers de juifs qui tenteront de trouver refuge en Suisse, en prenant parfois de gros risques, et d'ailleurs son père et son frère reviendront un jour absolument bouleversés, après avoir assisté au mitraillage par des soldats allemands, de pauvres gens de confession judaïque qui tentaient de traverser le Rhin à la nage, dans l'espoir d'atteindre cette terre promise qui est devenue la Suisse. Elle en restera absolument choquée, et sa détermination deviendra de plus en plus forte, d'une manière ou d'une autre, il lui faut aider les autres, et c'est ainsi que l'année de ses 16 ans, elle annoncera à sa famille qu'elle veut devenir médecin. Hélas, son papa, Ernst Kubler, ne l'entend absolument pas du tout de cette oreille, il a déjà tout prévu pour ses filles, on le sait, et pour Elisabeth, il insiste, elle sera secrétaire comptable dans son entreprise. C'est sa décision, il n'y a surtout pas à discuter. Ça va évidemment rapidement tourner au vinaigre entre eux, car évidemment, elle ne démordra pas de son idée de devenir médecin, et au final, il va lui dire que puisque c'est comme ça, elle a qu'à s'en aller faire la boniche chez les gens pour payer ses études. Et c'est pas une parole en l'air. Parce que dès le lendemain matin, sa mère va l'avertir qu'elle a repéré dans les petites annonces une place chez une veuve fortunée qui cherche quelqu'un de compétent pour s'occuper de sa maison, de ses enfants, de ses animaux, ainsi que de son jardin. Qu'à cela ne tienne, une semaine plus tard, Elisabeth sera sur le départ. C'est sans se retourner qu'elle laissera sa famille
Et comme rien n'est simple dans la vie de la demoiselle, vous allez le voir, son séjour chez la veuve va devenir un véritable enfer. La dame est odieuse, elle la traite comme une esclave, elle l'oblige à travailler de 6 heures du matin à minuit, et comme du sordide, elle va la nourrir au minima au point de l'affamer. Elle lui interdira même de regarder l'arbre de Noël qui trône dans la maison. D'un ton sévère, elle lui lancera que c'est réservé à la famille en la priant de retourner à la cuisine. Charmante la bonne femme. Et les 3 marmots de la veuve, évidemment, ne valent pas mieux. Ils lui en font voir de toutes les couleurs. Elle serrera les dents, toutefois, et encaissera sans broncher. Oui, la fin justifie les moyens. Et un jour, cette mégère, dont le mari défunt était un célèbre professeur en médecine, conviera d'anciens collègues de celui-ci à déjeuner. On mettra les petits plats dans les grands, et pour l'occasion, on servira des asperges. Et à ce moment, la bonne dame va sonner pour qu'Élisabeth vienne débarrasser, mais comme elle constate encore que les asperges sont encore dans les assiettes, elle va ressortir de la salle à manger. Le manège se reproduira par 3 fois, jusqu'à ce que la dame lui tienne un discours très humiliant devant les convives, visant à lui expliquer que l'on ne mange que les pointes dans les asperges, et voilà pourquoi il en reste dans les assiettes. Élisabeth va donc cette fois débarrasser la table au plus vite, mais elle est tellement affamée qu'à peine arrivée à la cuisine, elle va se mettre à dévorer tout ce qui reste d'asperges de bon cœur, parce que elle avait un peu la dalle. Tout à son affaire, elle n'a absolument pas remarqué que les 2 invités l'avaient suivie. Prise en flagrant délit, elle va expliquer à l'homme qui lui jettera un regard aussi étonné que bienveillant qu'elle meurt de faim et qu'elle fait ce travail en attendant d'avoir l'âge requis pour travailler dans un laboratoire. Et le médecin, qui est un type bien, va lui promettre de l'aider à trouver ce qu'elle recherche et va lui laisser ses coordonnées. Et elle va se présenter chez lui le jour dit, car il a effectivement tenu parole. Et voilà qu'elle apprend avec désespoir qu'il vient de mourir. Pas de chance, une fois de plus. Maintenant, que faire? Rester chez son odieuse marâtre ou bien retourner chez elle? Elle a quitté sa famille la tête haute, revenir donc n'est pas très facile pour seul comme ça. Bon, au fond, elle n'a pas le choix, donc c'est ce qu'elle va faire. Et lorsqu'ils la reverront, les siens seront effarés par son état physique. Ils n'en reviennent pas. Elle a maigri, elle ressemble plus à rien, elle est totalement émaciée, son visage est défiguré par la fatigue, et du coup, Ernst Kubler se montrera un peu plus souple avec elle. A-t-il réfléchi entre-temps, ou bien est-il pour une fois ému de voir sa fille dans cet état? On ne saura jamais. Enfin, tout cas, il n'exprimera pas, ça c'est sûr, mais il lui proposera à nouveau de venir travailler dans son entreprise comme il l'avait prévu. Toutefois, il ajoutera que si elle n'est toujours pas d'accord, il lui laissera un peu de temps pour qu'elle recherche un autre emploi. Et c'est finalement sa mère qui va trouver un poste dans un laboratoire de recherche en biochimie qui fabrique des cosmétiques. L'entretien se passera au mieux et elle prendra ses fonctions dès le lendemain. On lui demandera d'étudier les effets des produits cancérigènes sur les plantes et elle travaillera dans une grande serre. Son patron, un certain Dr Brown, qui est plutôt avant-gardiste, estime en effet qu'il est inutile de faire de faire souffrir les animaux et que les tests marchent aussi bien sur les végétaux. Elle va aussi très bien s'entendre avec un technicien du laboratoire, qui va lui dispenser des cours de sciences ainsi que des cours de physique et de chimie. Et forte de cette expérience, elle va s'inscrire quelques mois plus tard dans un institut zurichois pour y suivre des cours de maths, de mathématiques, de chimie et de physique. Et elle obtiendra les meilleures notes. Elle est la première sur 30 étudiants qui la suivent par derrière. Bravo! Elle est pas peu fière, comme on peut s'en douter, la vie est belle, elle se dit que tout va bien, et elle fait enfin ce qui lui plaît. Sauf que, voilà que le docteur Brown fait faillite, le laboratoire fait faillite, et c'est ainsi qu'elle se retrouve à nouveau, du jour au lendemain, au chômage, adieu les cours, qu'elle n'a désormais plus les moyens de payer. C'est une nouvelle catastrophe. Et plutôt que de la consoler, son cher père va lui dire qu'il serait temps qu'elle envisage un peu plus sérieusement son avenir. Il lui laissera donc 3 semaines, et pas une de plus, pour retrouver un emploi. Sinon, c'est secrétaire comptable à vie. Passé ce délai, et qu'elle le veuille ou non, elles deviendront donc ce qu'il a décidé qu'elles soient, et il n'y a plus à discuter maintenant. Elle va se démener et réussira à se faire engager en tant qu'apprentie
Dans un service de dermatologie de l'hôpital cantonal de Zurich, très vite son supérieur, qui a remarqué son sérieux, va lui demander si ça l'intéresserait de travailler sur de vrais patients. Il ne s'agira en fait que d'effectuer des prélèvements sanguins. Il y a cependant un bémol puisque les prélèvements à réaliser doivent être pratiqués sur des prostituées qui sont atteintes d'un stade avancé de maladie vénérienne, notamment la syphilis. Et à cette époque, on ne connaissait pas les antibiotiques et c'était un calvaire pour ces malheureuses qui étaient traitées comme des pestiférés, que tout le monde fuyait et qui finissaient systématiquement confinées dans des mouroirs, cachés au fond des hôpitaux et qui mouraient là la plupart du temps. À la grande surprise de son supérieur, Elisabeth Kubler-Ross avait accepté et elle ira d'un pas décidé accomplir ses tâches. Et il lui avouera plus tard qu'il ne pensait absolument pas qu'elle accepterait ce poste que tout le monde évidemment déclinait systématiquement. Et là, elle va découvrir une véritable cour des miracles, un enfer sur terre. Des femmes parfois très jeunes qui ne peuvent plus s'asseoir, ni même souvent se tenir allongées tant elles souffrent. Elle souffre le martyre, et elle ne va pas les fuir, tout au contraire. Elle les écoutera avec attention, discutera longuement avec elles, les réconfortera. Et elle découvrira que toutes ces femmes sont chaleureuses, gentilles et attentionnées. Toutes lui confieront comment elles sont devenues des rebuts de la société, comment elles ont été rejetées par leurs familles, leurs amis, comment elles savent aussi qu'elles sont condamnées à brève échéance. Elisabeth Kubler écoutera leurs récits les récits de leur misérable vie avec compassion. Elle écrira plus tard que leur rapport était merveilleux, que ces femmes lui ont ouvert les yeux et le cœur d'une certaine manière et qu'elles l'ont préparée à ce qui l'attendait par la suite et qu'elle était évidemment à 100 lieues d'imaginer. Et puis, les années passent. Nous sommes le 6 juin 1944. Les Alliés débarquent en Normandie, ce qui va provoquer immédiatement un afflux de réfugiés supplémentaires sur le territoire helvète. Ces malheureux rescapés arrivent en masse, le plus souvent traumatisés et dans un état physique déplorable. Voyez les photos. L'hôpital cantonal où Elisabeth Kubler-Ross travaille sera donc surchargé, complètement surchargé, saturé même. On les accueille d'abord dans le service de dermatologie où elles travaillent. Et là, on les désinfecte, on les dépouille, on soigne les plaies qui sont devenues purulentes parce qu'elles se sont infectées. Et sans en demander l'autorisation, Elisabeth Kubler prendra l'initiative de s'occuper des enfants, lesquels, comme on peut s'en douter, sont on ne peut plus malades et traumatisés. Une fois traités, elle les habillera de propre, les consolera et leur fera souvent, et le plus souvent, de gros câlins. Elle se sent dans son élément et de l'aube à minuit, elle travaille comme une forcenée, oubliant souvent de s'alimenter et de se reposer. Et c'est dans ce contexte fébrile que son patron sera remplacé par un certain docteur, Abraham Weitz. Et celui-là va notablement la marquer. Et pendant ce temps-là, avec l'un de ses collègues, Elisabeth Kubler a mis au point un système qui permet de commander aux cuisines de l'hôpital des centaines de repas qui sont destinés aux réfugiés. Et ceux-là seront servis avant qu'ils ne soient transférés dans des centres de la Croix-Rouge. On leur donne un bon repas pour qu'ils puissent après aller dans d'autres centres. Donc il y a les centres de la Croix-Rouge. Il y a également des écoles de la ville de Zurich qui ont été transformées en centres d'accueil. Évidemment, elle n'ignore pas qu'en touchant aux réserves alimentaires de l'établissement, elle risque gros, surtout sa place. Et voilà. Et lorsque le docteur Weitz va la convoquer dans son bureau, elle s'attend donc au pire. Mais voilà que contre toute attente, le bon docteur qui a appris tout cela va la féliciter chaleureusement pour ce qu'elle est en train de faire. Il lui avouera qu'il a eu vent de sa passion joyeuse à aider tous ces gens et qu'il n'a jamais vu une chose pareille, donc il est très heureux. Et c'est ainsi qu'il va lui demander de continuer de s'occuper plus que jamais de tous ces pauvres enfants déracinés, tout en lui disant que s'occuper des enfants est de toute évidence sa vocation et sa destinée. Il lui expliquera ensuite qu'il est d'origine polonaise et que son pays natal est ravagé par la guerre, que là-bas, on a besoin de soins médicaux, c'est urgent, et puis il va lui relater des récits absolument terrifiants à propos du traitement des malheureux enfants dans les camps de concentration nazis. Il lui confiera aussi qu'il est juif et que sa propre famille n'a pas été épargnée, pour finir par lui avouer qu'on a vraiment besoin de personnes comme elle.
Il va lui demander de lui promettre, si elle le veut bien, de partir un jour en Pologne avec lui lorsqu'elle aura terminé son apprentissage afin de l'aider à aider ses compatriotes qui sont dans un sale état. Elle en sera tellement bouleversée que les larmes vont lui monter aux yeux et bien sûr qu'elle est d'accord. Bien sûr, et comment? Et oui, elle promet au docteur. Et ce sera sans compter, hélas, parce qu'il y a toujours le grain de sable dans la machine, sur le responsable administratif de l'hôpital qui va la convoquer le soir même, elle et le collègue qui l'aidait sur les repas. L'homme est gras, suffisant, il respire la corruption à plein pif, et il leur soufflera la fumée de son gros cigare au visage en les traitant de sales voleurs. Et puis il leur annoncera qu'un sourire en coin que maintenant ils vont devoir rembourser tout ça, c'est-à-dire tous les repas qui ont été détournés à l'hôpital. Enfin voilà, rembourser cette générosité, en l'occurrence des centaines de repas qui ont été servis aux réfugiés. Lorsqu'anéantie, elle va regagner son sous-sol, la Providence va lui faire croiser le docteur Weitz, qui remarquera aussitôt que quelque chose ne va pas. Elle va lui expliquer la situation, aussi furieux qu'écœuré, il va lui dire « Ne vous inquiétez pas, on va trouver la solution ». Et effectivement, le lendemain, il va demander aux plus importants dignitaires juifs de la communauté juive de Zurich d'aider et de faire quelque chose, et tout le monde répondra présent. Tous les repas seront remboursés jusqu'au dernier centime à l'hôpital cantonal, et bien évidemment, Elisabeth Köbler et son collègue seront maintenus à leur poste. Dans le même temps, Ernst Köbler présentera sa fille à des membres du Mouvement international des volontaires pour la paix, l'IVPS. Tous ces gens sont jeunes, de diverses nationalités. Ils vont lui parler de coopération entre les peuples et de paix, et surtout de l'assistance qui compte apporter aux populations des pays européens, de tous les pays européens qui sont ravagés par la guerre. Elisabeth Köbler est aux anges. Là, elle se dit, ça y est, j'y suis. C'est exactement ce qu'elle voulait faire. Et elle va signer dans la foulée un formulaire de candidature afin de devenir membre du bureau local de la ville. L'IVPS va lui demander rapidement si elle serait d'accord pour partir en France afin d'aider à la reconstruction d'un village qui a été ravagé. Bien sûr qu'elle accepte. Et si le docteur Weitz lui donnera sa bénédiction, évidemment, Ernst Köbler n'est pas d'accord. Il l'a traité de folle alliée, il est fou furieux, il comprend pas du tout en effet son obsession à vouloir aider les autres, à aider tout le monde. Sa mère d'ailleurs non plus comprend pas très bien ce qu'il prend à sa fille. Mais bon, ils vont baisser la garde et laisser faire. Et ce qu'elle va découvrir en arrivant à la frontière franchie, une fois la frontière franchie, c'est que la France, elle a pris cher et ça va la glacer d'effroi. Et puis quand elle sera dans ce petit village français, elle sera complètement ébahie, elle n'a jamais vu ça. Elle est avec d'autres gens de l'institution et pourtant les villageois français vont les accueillir avec chaleur. Les conditions de vie évidemment vont être spartiates, on dort à la belle étoile et à même le sol. Elisabeth Köbler sera affectée à la cuisine, et là s'il n'y a pas grand chose à manger à part des pommes de terre, enfin, c'est déjà pas mal, mais l'ambiance est bonne. On veille devant les feux de camp le soir et on rigole beaucoup, c'est déjà ça. Et à un moment, va lui venir aux oreilles que des soldats allemands sont retenus, prisonniers dans des caves du village. Elle va donc aller les voir, tous vont lui conter leur détresse, leur terreur, parce qu'on les oblige à déminer les champs alentours. Et c'est pas des démineurs, les gars. Donc ils sautent sur des mines sans arrêt. Les accidents sont fréquents. Ils sont terrifiés à l'idée de mourir déchiquetés. Par les mines qu'ils ont eux-mêmes posées d'ailleurs. Et Elisabeth Köbler est horrifiée. Et pourtant, les nazis, les Allemands, enfin elle confond tout le monde, tout ce qui est allemand, ça lui plaît pas du tout. Eh bien, elle va être submergée de compassion, elle se dit ça n'est pas possible, ni une ni deux. Elle va aller voir le maire du village, elle va lui expliquer la situation, elle va même faire pression sur elle, sur lui, sur les villageois. Ce n'est pas possible qu'un carnage pareil ne cesse pas immédiatement. Et elle sera entendue. Et elle portera en douce à ces pauvres soldats du papier et des crayons. Bon, c'est des soldats de la Wehrmacht. C'est pas des SS. Les Waffen-SS, c'est tout à fait autre chose. Et donc, si vous voulez, c'était des pauvres gens qui partaient comme chair à canon, qu'à chaque fois qu'il y a une guerre dans un pays. C'est ça.
En tout cas, elle leur a donné tout ça. Ils pourront donc, avec le papier et les crayons, écrire à leur famille. Ils vont écrire des lettres. Elle va recueillir ces lettres, elle va les cacher. Et lorsqu'elle reviendra en Suisse, elle postera tout ça aux familles en Allemagne. Voilà, c'est quand même gentil de sa part. En tout cas, cette expérience l'a été réellement boostée. Elle sait maintenant que sa vocation est vraiment d'aider les plus démunis. Et l'opulence qu'elle va constater à son retour en Suisse va lui sauter aux yeux. Avec la différence de ce qu'elle vient de quitter, évidemment. Elle a conscience, maintenant, que le temps de l'insouciance est révolu et qu'un autre temps est venu pour elle de passer à l'action. Elle va reprendre, évidemment, son poste d'apprenti à l'hôpital, obtenir un diplôme qui va lui permettre de décrocher un poste de chercheur au département d'ophtalmologie de Zurich. Et désormais, elle peut envisager de faire des études de médecine et elle sait que sa vocation est là, c'est absolument ce qu'elle veut faire. L'IVPS va quand même l'envoyer encore une fois en mission, et cette fois en Belgique. Là-bas, elle rencontrera un Américain pacifiste, un certain David Ritchie, qui revient de Pologne et qui est sur le point d'y repartir. Et elle va lui parler de la promesse qu'elle a faite au docteur Abraham Weitz et le supplier de l'emmener avec lui. Et il va accepter. Quelques semaines plus tard, et avec bien des difficultés, elle va arriver à Varsovie. À un moment, elle a dû voyager sur le toit d'un train, vous voyez, pratique. Hein. En tout cas, il est prévu qu'il se retrouve là. Et sur le quai de la gare de la capitale polonaise, elle va percevoir un grand drapeau suisse qui est agité par un certain David Ritchie. Il a le sourire jusqu'aux oreilles, il est heureux de la voir. Des amis l'ont accompagné, ils vont lui annoncer leur départ pour une petite ville du centre-est de la Pologne qui s'appelle Lucimia. Et pour l'atteindre, par contre, il faut traverser une bonne partie du pays, c'est pas simple. Et lors du voyage, ce qu'elle verra de Varsovie va l'effrayer. Détruite par les nazis et les soviétiques, la ville n'est que ruine. Vous voyez la photo, c'est une photo d'époque. Vous voyez, il n'y a qu'une église qui tient debout, comme par hasard. Enfin, il ne reste quasiment plus rien de la ville, comme vous pouvez le voir. Tous les immeubles quasiment sont effondrés. Les habitants qui n'ont plus d'abri sont dans les caves, les sous-sols. Ils vivent comme des animaux. Et tout au long du parcours jusqu'à Lucimia, elle verra que des champs de ruines. Arrivée à destination, où est installé le camp de base de l'IVPS, elle va découvrir une détresse absolue. Des gens malades de la typhoïde, de tuberculose, des enfants qui meurent de la rougeole, de la varicelle et d'autres maladies infantiles. Et les pauvres gens, ils peuvent pas bénéficier des soins d'hôpitaux ou de dispensaires parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Quasiment plus rien. Il y a bien quelques tentes dans cet endroit, cette petite ville de Lucimia, mais on dort le plus souvent à la Belle Étoile. Une fois encore, elle sera affectée à la cuisine, mais ici les denrées sont rares, il n'y a même pas de patates. Hein. C'est encore plus rare. Et elle travaillera comme couvreur et maçon pour essayer de remettre en état les maisons qui sont les moins amochées, afin que les gens puissent avoir un abri. Il y a une jeune fille famélique à un stade avancé de leucémie qui va lui enseigner le polonais. Ça va lui rendre la tâche plus facile, évidemment. Et on lui demandera également, de temps à autre, de soigner des gens. Et ce qu'elle va faire avec joie, puisque c'est sa destinée. Et comme elle se montre efficace, on va l'encourager à continuer. Et comme il y a beaucoup de travail, elle va se faire aider par 2 solides polonaises qui sont d'anciennes résistances et qui ont vu qu'elle avait un certain savoir-faire. Et un beau matin, celles-là vont l'emmener dans une belle cabane, toute neuve, faite de rondins de bois qui comprend 2 pièces, en lui annonçant fièrement que maintenant il s'agit de son dispensaire. Super, non ? Et elle va plus que jamais, évidemment, se consacrer à cette activité de soins qui la passionne. Elle a enfin trouvé sa place, elle est heureuse. Les blessés et les malades vont défiler. Tous les matins, il y a entre 25 et 30 personnes qui attendent l'ouverture du dispensaire, souvent après avoir fait de très très longues marches. Et pour les remercier, elle et ses compagnes qui lui donnent un coup de main, et ils n'ont pas d'argent ces gens-là, donc ils offrent souvent des animaux de la ferme, des volatiles, des poules ou des canards, et même de petites chèvres. Elisabeth Kubler-Ross va parfois devoir s'attaquer à des cas graves, elle sera amenée à opérer et même à amputer. Elle n'a évidemment aucune expérience en la matière, mais elle va y aller à l'instinct, aidée par les 2 Polonaises qui connaissent un peu ces choses-là. Elles ont des rudiments et ça va bien aider. Et le plus incroyable, alors elle traite aussi ces Polonaises avec leur médecine traditionnelle, donc ça aide à la guérison. En tout cas, le plus incroyable, c'est que ça va marcher, parce qu'il y aura en effet un taux absolument incroyable de guérison. Et voilà qu'une nuit, elle va être réveillée en sursaut.
Une paysanne lui amène son petit garçon de 3 ans, qui est atteint de la typhoïde. Le petit suffoque, Elisabeth Kubler lui dit qu'elle ne peut hélas rien faire, sinon lui offrir un thé chaud. Mais la femme insiste, elle supplie. Elle va lui expliquer qu'elle est juive et que son mari et ses 12 enfants sont morts au camp de Majdanek. Que le petit qu'elle a dans les bras est né là-bas. Il est tout ce qui lui reste de sa famille. Et après avoir échappé à cela, il n'est pas question qu'il meure à son tour. Ça, elle ne peut pas l'accepter. Du coup, Elisabeth Kubler va vite réfléchir. Oui, faut agir. Elle peut pas laisser cet enfant mourir. C'est pas possible. Elle va donc décider de l'emmener avec sa maman à l'hôpital de Lublin, qui se trouve à peu près 30 km de là. Ça sera une marche à pied. Dans la nuit, hélas, l'enfant va avoir son état qui empire en route. Et lorsqu'elles arriveront à l'hôpital de Lublin, il est inconscient. Le médecin qui va les accueillir est déplaisant. Il dit qu'il n'y a plus rien à faire et que de toute manière, il n'a plus de place dans son hôpital, c'est pas la peine, qu'elle reparte. Et voilà qu'Elisabeth va être prise d'une rage effroyable. Elle va te l'engueuler, celui-là, elle va te le menacer, ce médecin sans cœur. Elle va lui hurler à la figure qu'elle-même s'occupe d'un petit dispensaire où elle soigne au moins 50 malades par jour, dans les pires conditions. Qu'elle est venue de Suisse pour aider les Polonais, et puisque c'est ainsi, lorsqu'elle retournera dans son pays, elle clamera tout que les Polonais sont des gens sans cœur et sans compassion qui laissent mourir leurs enfants. Et celui-là en particulier qui est un rescapé des camps de la mort, survivant d'une famille décimée. Le médecin n'en revient pas, il pâlit, il va prendre l'enfant et lui dire qu'il faut pas qu'elle reste là, mais qu'elle revienne dans 3 semaines. La mère, qui est dévastée, va repartir avec Elisabeth à Lucimia. Elisabeth va aussi lui annoncer qu'en attendant, elle va rester avec elle, mais tout près d'elle, et elle va devenir son assistante si elle le veut bien. Et cette femme va accepter évidemment, et avec plaisir, et elle deviendra sa meilleure assistante. Elle se démènera avec les malades, la cuisine, la traduction, elle est vive, elle est infatigable. Et puis un matin, voilà qu'Elisabeth Kubler ne la voit pas. Elle ne se présente pas. Elle a disparu sans laisser un mot. Et elle se rappelle, mais oui, ça fait 3 semaines. 3 semaines pile qui se sont écoulées. Elle a compris, la maman est partie chercher son enfant. Et 8 jours plus tard, Elisabeth Kubler se réveillera durant la nuit et trouvera posé, près de sa tête, un mouchoir qui est rempli de terre. Elle croit d'abord qu'il s'agit d'une pratique superstitieuse locale, mais non. Une femme qui est là, une polonaise, lui dit d'ouvrir le mouchoir. Et enfouie dans une poignée de terre, elle va trouver un petit papier sur lequel est écrit « Madame le docteur, de la part de Madame W, je ne sais pas comment elle s'appelait, dont le dernier des enfants a été sauvé, cette poignée polonaise de terre bénie. » Et cette femme juive a en effet été voir un prêtre catholique pour qu'il bénisse cette terre et ce petit mot. Et c'est une poignée de la terre de son village dont elle lui fait cadeau pour la protéger. C'est pas beau, ça? Très émue, Elisabeth Kubler va conserver précieusement cette poignée de terre et on verra pourquoi. Oui, cette terre, c'est important. Elle comprend que cette femme est attachée à tout cela. Et elle comprend également ce qu'elle a pu vivre, mais elle veut voir de ses yeux. Donc, elle va partir. Elle va partir en 1947 avant de retourner en Suisse pour visiter le fameux camp où était cette femme et où est décimée sa famille, celui de Majdanek. Elle veut voir de ses yeux. Essayer de comprendre aussi comment la famille de cette femme et tant d'autres gens ont pu mourir dans d'atroces conditions dans cet endroit maudit. Et je peux vous dire que le camp de Majdanek, c'était pas rien. C'était un petit Auschwitz. D'ailleurs, les pauvres gens, à la fin, quand ils n'ont pas été fusillés par les Allemands qui fichaient le camp, c'était la longue marche, 1000 personnes jusqu'à Auschwitz. Voilà, c'est une horreur. J'ai vu des photos, bon. Et puis, elle va découvrir également ce qu'il en reste. Et ce qu'il en reste, ça sera une vision d'épouvante. Des wagons entiers sont emplis de cartons débordant de cheveux, de lunettes, de bijoux, de vêtements et de chaussures. Ces sinistres wagons ouverts aux 4 vents étaient prêts à partir pour l'Allemagne, ils sont restés figés là. Lorsque les SS ont décidé de fermer le camp et de partir à la va-vite après avoir fait un massacre. Et là, elle sent encore la puanteur des fours que le vent renvoie par bouffées.
Elle visitera des baraquements sinistres et remarquera une chose qui va la marquer pour longtemps. Sur les murs sales sont dessinés des papillons noirs. Il y en a partout. Pourquoi? C'est comme à Auschwitz, hein. On a retrouvé la même chose. Elle se demandera pourquoi pendant des années, jusqu'à ce qu'elle le comprenne un jour beaucoup plus tard. Bah oui, papillon, c'est la légèreté, c'est la liberté. Voilà. Cette visite ne la laissera pas indemne, la marquera à jamais. Son voyage de retour jusqu'en Suisse sera encore très périlleux, dangereux, mais elle arrivera à regagner la Suisse et elle reprendra son poste à l'hôpital universitaire de Zurich. Le docteur Weist réalisera alors qu'elle n'est plus la même. Elle a pris en maturité, en expérience. Il va alors décider de l'affecter en ophtalmologie, dans le service de pédiatrie, lui est ophtalmo. Et là, elle sera chargée de s'occuper spécialement des enfants qui ont perdu la vue. Bah oui, puisqu'il est ophtalmo. Désormais, elle ne songe plus qu'à entreprendre des études de médecine. Il n'est que temps car elle a déjà 23 ans. Et les études de médecine, c'est long. Et tout en travaillant, elle travaille quand même, hein, elle préparera avec ardeur son Matura, qui est l'examen d'entrée à la faculté de médecine. Elle accomplira quelques missions humanitaires encore pour l'UVSP, dont une qui la ramènera en Pologne, où elle va convoyer 2 enfants polonais qui vont retourner dans leur pays depuis la Suisse. Son père lui avait pourtant interdit de repartir là-bas. Guerre froide oblige, bah oui, maintenant c'est plus le même refrain. Mais elle a violé l'interdit. Et lorsqu'elle va revenir au domicile familial et qu'elle frappera à la porte, et ben c'est sur Ernst qu'elle va tomber, et il va la toiser, et il va lui lancer la figure. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Et il va lui claquer la porte au nez. Sympa le papounet. Bon, enfin bref. Après cet épisode douloureux, elle partagera un minuscule appartement avec une ancienne collègue qu'elle a rencontrée à l'hôpital cantonal, qui est devenue son amie. Leur vie sera joyeuse, elles y recevront beaucoup d'amis, ce qui n'empêchera pas de préparer avec ardeur son Matura, qu'elle décrochera en 1951, et fière de son diplôme, elle va revenir d'un ferme à la maison familiale. Sans se démonter, elle mettra sous le nez de son papa ce si précieux diplôme, qui lui ouvre la voie à laquelle elle aspire depuis si longtemps, et ce sera enfin la réconciliation entre le père et la fille autour d'un bon dîner. Quoiqu'elle suive assidûment ses cours à la faculté, elle n'en travaille toujours pas moins 5 soirs par semaine dans le service de pédiatrie. Et un jour, un étudiant avec lequel elle s'est liée d'amitié va lui présenter l'un de ses amis d'origine indienne, devenu aveugle, à moitié aveugle parce qu'un rat l'a mordu à un œil. Elle réussira à le faire admettre dans le service d'ophtalmologie que dirige le docteur Weist, où il restera quelque temps. Et pour qu'il soit moins dépaysé, gentiment, elle lui fera des plats indiens, elle lui amènera des petits plats indiens qu'elle a fabriqués, et fera en sorte qu'un ami étudiant puisse venir lui tenir compagnie de temps à autre durant les heures de visite. C'est vraiment gentil de sa part. Et ce beau geste lui vaudra l'honneur de recevoir une invitation du Premier ministre indien Nehru en personne, qui est à ce moment-là de passage à Zurich. Et lors de la réception qui a lieu à l'ambassade d'Inde à Zurich, où elle se rendra d'ailleurs vêtue d'un beau sari, eh bien elle recevra un grand bouquet de fleurs des mains de la fille de Nehru, c'est-à-dire Madame Indira Gandhi, hein, qui sera la future dirigeante du pays bien des années plus tard. Et il y a une gentille citation avec le bouquet de fleurs, c'est joli comme tout, c'est gentil comme tout. Et elle dira que cette dernière, qui était une jeune femme qui avait la trentaine à l'époque, s'est montrée particulièrement chaleureuse avec elle. Donc elle était très heureuse de la rencontrer. Et la vie va continuer. Va continuer à la fac, où elle travaille d'arrache-pied, où on rigole beaucoup aussi. Et un beau jour, alors qu'elle se trouve dans l'amphi, une amie va avoir l'idée saugrenue de lui demander de désigner du doigt parmi les étudiants qui sont présents celui dont elle aimerait qu'il devienne son mari. Au hasard, Elisabeth Kubler pointera le doigt en direction d'un beau garçon aux cheveux noirs qui fait partie d'un groupe d'étudiants américains. Elle se demande ce qu'il lui a appris parce que les Américains, elle les déteste. Ils sont mal élevés, ils sont sans gêne et se comportent en terrain conquis, ça lui plaît pas du tout. Vraiment, elle les aime pas. Et comme la Providence fait parfois curieusement les choses, eh bien voici que quelque temps plus tard, son professeur d'anatomie ne trouvera rien de mieux que de la placer dans un groupe de travail composé de 3 étudiants parmi ces Américains.
Et voilà que parmi eux, qu'y a-t-il? Le beau brun. Le beau brun qu'elle a désigné du doigt comme étant son futur mari lors de ce jeu idiot. Il s'appelle Emmanuel Ross et elle va être frappée par sa beauté physique et son accent de Brooklyn. C'est vrai que c'est un beau gars, hein. Vous verrez tout à l'heure les photos. C'est pas mal, hein. Et surtout, elle va être frappée par le fait qu'il est différent des autres. Lui, au moins, il est bien élevé. Il va mettre 3 mois à se décider à l'inviter à dîner. Et durant le repas, il va lui expliquer qu'il est effectivement de Brooklyn, à New York, et que ses parents sont tous les deux des sourds-muets. Qu'hélas aussi, son père est mort alors qu'il avait 6 ans. Il est charmant, il est délicat, il lui demande de l'appeler Manny, qui est son surnom, qui s'appelle Emmanuel, et les choses n'iront pas plus loin. Leur relation commencera d'abord par une franche camaraderie. Le temps passant, Elisabeth Köbler réalise qu'elle est de plus en plus irritée par toutes ces belles nanas qui lui tournent autour et qui lui font les yeux doux. Ça l'agace. Et en plus, ce qui l'agace encore plus, c'est qu'elle a l'air de les regarder aussi. Elle commence alors à échafauder un plan pour les éliminer une à une. Elle a bien raison. Et elle va servir un bobard à sa maman pour qu'elle invite Manny à dîner, ainsi que ses 2 copains, pour le repas du réveillon de Noël. Et celle-ci sera heureusement d'accord. Madame Köbler va immédiatement tomber sur le charme de ce jeune Américain si bien élevé, qui a eu en plus l'élégance de lui offrir un très beau bouquet de fleurs. Et ce qui va surtout l'épater, c'est qu'une fois le repas terminé, les Américains vont débarrasser la table et vont aller faire la vaisselle, ce qui n'est pas du tout dans les manières de la gente masculine suisse, hein. Pendant qu'ils sont occupés à leur tâche, Ernst Köbler va appeler sa fille et va lui dire que ce Manny, il est vraiment très bien, hein, très sympathique. Hein. Ce à quoi sa fille va rétorquer. Et te rends-tu compte, cher papa, il est juif. Bon, en tout cas, elle va filer le rejoindre à la cuisine, elle est toute contente. Lorsqu'elle en reviendra, Ernst lui soufflera en douce que celui-là, elle peut l'inviter quand elle le veut. À sa manière, son père lui a donné son accord à leur relation, qui va, comme vous allez voir, largement s'épanouir. Elisabeth Köbler et Manny Ross vont obtenir leur diplôme de médecin en 1957. Ils sortent ensemble, évidemment, ils sont très proches, ils s'aiment beaucoup. Et maintenant, lui a en tête de repartir, de regagner son pays d'origine, donc de repartir aux USA. Mais elle est vraiment pas très enthousiaste parce qu'elle a toujours pas vraiment les Américains à la bonne. Elle finira tout de même par se laisser convaincre et demandera donc un visa à l'ambassade des États-Unis. Et là, ça va être la douche froide. Refus. Refus qu'on va lui expliquer parce qu'elle a fait des allers-retours en Pologne. N'oublions pas qu'à cette époque, on est en pleine guerre froide, que le macartisme règne en maître sur le sol américain et que la chasse aux communistes y était des plus virulentes que jamais. De fait, une étrangère qui s'est baladée en terre ennemie, fut-elle suisse, c'était éminemment suspecte. Du coup, leur départ aux USA sera retardé. En attendant, elle exercera un temps comme médecin de campagne dans un petit village où les patients sont pas très argentés, règlent souvent leurs honoraires en fruits et légumes, aussi en bouquets de fleurs. Elle recevra même un jour une belle robe cousue main, faite sur mesure. Les gens font ce qu'ils peuvent. Et de cette expérience qui va la marquer, elle écrira dans ses mémoires: ces quelques mois à la campagne m'ont convaincu qu'être un bon docteur n'a rien à voir avec l'anatomie et la chirurgie ou la prescription du bon médicament. Pour assister son patient, un médecin n'a qu'une chose à faire: se comporter comme un être sensible, plein de compassion et de tendresse. Emmanuel Ross et Elisabeth Köbler finalement se marieront en 1958. C'est ainsi qu'elle va devenir, elle était Elisabeth Köbler jusqu'ici, maintenant c'est Elisabeth Köbler-Ross. Et ça sera un beau mariage, et comme elle a finalement réussi à obtenir son visa, ils s'embarqueront ensuite sur le paquebot Liberté pour regagner New York, et durant le voyage, elle réfléchira beaucoup à sa future vie en Amérique, et ça la tourmente, parce qu'elle s'y voit toujours pas. La nuit qui précédera leur arrivée, elle va faire un rêve étrange. Elle se voit dans la peau d'un Amérindien qui chemine à cheval, au milieu d'un désert aride, sous un soleil de plomb. Au matin, elle va se réveiller, la bouche desséchée et mourant de soif, mais surtout avec un enthousiasme soudain de découvrir ce vaste pays qu'il n'attirait absolument pas la veille. Elle va évidemment raconter ce rêve à son mari en lui disant qu'étant petite, elle adorait les Indiens, de dessiner leurs symboles et dansait comme leurs guerriers. Et c'est alors qu'elle va entendre une voix intérieure
lui dire que son rêve n'est peut-être pas fortuit, et si elle était en train de revenir au pays. Elisabeth et Manny vont rapidement décrocher chacun un poste dans un hôpital new-yorkais. Et là, ce travail est harassant et les deux salaires ne suffisent pas pour boucler les mois. Hein. Ils sont pas très cher payés, les malheureux. Elle a rapidement découvert aussi que la vie américaine était hélas sous bien des aspects qu'elle redoutait. Elle aura bien du mal à s'intégrer. Elle sera souvent choquée par certaines conversations des femmes américaines qui tournent autour de sujets très intimes, parfois. Elles déballent leurs petites affaires, leurs petites histoires sans aucune pudeur, ça la choque. Et puis surtout, elles ne supportent pas leurs incessants commérages. Ça, vraiment, ça passe pas. Elle sera aussi très gênée par le comportement des mamans qui viennent visiter leurs enfants à l'hôpital, dans le service de pédiatrie, où elle exerce. Vêtues et maquillées comme des arbres de Noël, elles arrivent toujours les bras chargés de cadeaux hors de prix. La réaction des enfants est assez curieuse, ça l'interloque. Ceux-là disent rarement bonjour à leur mère, ce qu'ils visent c'est le cadeau, et tant qu'ils n'ont pas leur cadeau, ils disent pas bonjour. Et puis, ils trépignent quand ça leur va pas, si le cadeau plaît pas. Là, dans ces cas-là, elles ont l'air paniquées, ces dames. Elle se fait pas du tout à ce comportement, ni de la part des mamans, ni de la part des enfants. À ce manque de savoir-vivre, à ce côté matérialiste des relations parents-enfants où la tendresse lui semble assez souvent absente. Et comme elle ne mâche pas ses mots, elle finira d'ailleurs par qualifier cette marmaille mal embouchée de minorité pourrie. C'est vous dire, mais la langue est bien pendue avec elle, c'est carré. Rapidement, elle va trouver un poste en pédiatrie au Columbia Presbyterian Medical Center et elle pourra faire son internat là-bas. Pour sa part, son mari fera le sien dans un service de pathologie d'un établissement hospitalier du Bronx. Et lors de l'entretien d'embauche, quand elle va s'y présenter, on va lui signifier qu'on l'accepte à titre exceptionnel, mais en y mettant encore un bémol. Il n'est pas question qu'elle se retrouve enceinte, sinon dehors. Et ça sera la catastrophe. Parce qu'elle va s'apercevoir quelques jours plus tard que précisément elle est enceinte. Elle tentera bien de dissimuler son état, elle va travailler beaucoup, mais elle va faire un malaise. Et on va lui montrer aussitôt la sortie. C'est chaleureux. Bon, finalement, elle retrouvera facilement un poste. Et quel poste? Puisque ce sera dans un service de psychiatrie du Manhattan State Hospital, qui a une réputation absolument épouvantable, puisque c'est un hôpital psychiatrique. Hein. Cet endroit est le pire qui soit. Un lieu où aucun médecin ne souhaite exercer, il s'agit d'une sorte de dépotoir où les patients les plus atteints, souvent d'ailleurs très dangereux, sont internés parfois depuis 20 ans. Elle n'est évidemment pas enthousiaste, mais elle n'a pas le choix et elle n'a pas les moyens de refuser, donc c'est parti, elle y va. Le chef de service qui va la recevoir est un Suisse comme elle. Il est évidemment ravi à l'idée d'embaucher une compatriote. Or, elle va s'apercevoir rapidement durant leur entretien que quelque chose ne tourne pas rond chez le bonhomme. Il est à demi fou, il a un grain. Enfin, il lui offrira tout de même un salaire de $400. Je crois que c'est par semaine, enfin je sais pas, j'en sais rien. Tandis que Manny, il en touche que 105. Donc ça met du beurre dans les épinards et elle va accepter. Ça va permettre au couple, en tout cas, de déménager pour un appartement un peu plus grand parce que celui qu'ils avaient, il était vraiment tout petit. Hélas, 2 jours après l'emménagement, voilà qu'elle est prise d'un gros malaise et elle fait à nouveau une fausse couche. Elle fait une fausse couche, pardon. Parce qu'elle va en avoir d'autres, vous allez voir, ça va pas arrêter. Ce drame va la bouleverser et elle va dire qu'à partir de là, le chagrin ne l'a plus jamais quittée. Oui, quand on perd un enfant, même quand on l'attend, c'est très difficile pour une femme. Et comme un désastre n'arrive jamais seul, eh bien voilà qu'elle va recevoir, dans les jours qui suivent, une lettre de son frère qui lui annonce que son père est au plus mal. Il a fait une embolie pulmonaire, il s'en sort pas. Que faire? Eh bien, Manny n'hésitera pas à vendre la voiture qu'il venait de s'acheter, une belle Impala, afin de pouvoir acheter les 2 billets pour la Suisse. Et lorsqu'ils arriveront au chemin d'Ernst, il a repris du poil de la bête, il est guéri, il va très bien. Bon, c'est pas grave. De retour à New York, tant mieux d'ailleurs. De retour à New York, elle reprendra son travail à bras-le-corps dans cet hôpital sordide. À son arrivée, elle avait aussitôt constaté avec désespoir que l'usage en vigueur était de frapper les patients à coups de bâton pour les calmer, vous vous rendez compte? Et aussi
que les malheureux subissaient de terribles séances d'électrochocs. Et tant qu'à faire encore, on les laissait souvent croupir parfois pendant 24 heures dans un bain d'eau froide, histoire de calmer. Tous étaient gavés jusqu'à la gauche de psychotropes à tuer un mammouth qui les transformait en légumes. Et Elisabeth Kubler-Ross révélera plus tard que la plupart servaient de cobayes dans le cadre du sinistre programme MK Ultra, que j'ai eu l'occasion de décrire lors d'une vidéo que j'ai faite sur le pain maudit de Pont-Saint-Esprit. Voilà, c'est sympa. Et c'est ainsi que, sans leur consentement, on administrait à ces malheureux des drogues aux effets terribles, du LSD, de la mescaline ou autres petites merveilles de chimie qui provoquaient chez eux des crises d'hallucination terrifiantes. Lorsqu'ils seront en mesure de le faire, parce qu'elle va mettre tout un protocole en route, donc quand ils seront en mesure de parler de tout ça, ils confieront à Elisabeth Kubler que leur vision était et leurs épouvantables souffrances étaient affreuses. Ils vont tout lui décrire et elle sera absolument horrifiée par ce qu'ils ont vécu. Et à partir de là, elle était bien partie pour faire de la rébellion, mais là, estimant inadmissible qu'on puisse faire ainsi souffrir des êtres humains, elle va décider qu'il faut faire cesser tout ça. Et elle va donc mettre au point un processus thérapeutique pour les aider à les sortir de leur situation tragique, en fixant pour commencer des règles bien précises, désormais tous ou presque, ceux qui ne peuvent pas parce qu'ils sont vraiment, c'est pas dans leur possibilité, ils resteront de côté, mais ceux qui le peuvent, eh bien, ils devront se lever chaque matin à heure fixe, se laver, s'habiller, et s'ils parviennent à le faire, eh bien, elle leur remettra à chacun une petite paye, en fait quelques cents, ce qui leur permettra de s'acheter du Coca-Cola dont ils raffolent ainsi que des cigarettes. Elle va aussi les écouter, leur parler, afin qu'ils se sentent moins seuls, et commencer à diminuer peu à peu les doses massives de médicaments qui fait d'eux des momies. Évidemment, son patron suisse verra cela d'un très mauvais œil, ceci en dépit des résultats qu'elle a obtenus, qui vont d'ailleurs se révéler très rapidement positifs, jusqu'à ce qu'une poignée de ces malheureux ils vont sortir de l'hôpital. Hein. Petit à petit, ça va aller, ça va marcher son truc. Voilà. Le processus mis au point donc par Elisabeth Kubler-Ross a consisté à organiser des sorties thérapeutiques. C'est-à-dire qu'on les a diminués en médicaments, on les a rendus structurés dans leur emploi du temps. Va y avoir des sorties thérapeutiques qui vont être organisées en ville afin de les aider à se réadapter à la vie courante. On va leur faire prendre le métro, leur faire des courses dans les magasins pour qu'ils puissent, une fois sortis, se débrouiller tout seuls. Alors pour l'époque, vous vous rendez bien compte que c'est très innovant. Et puis en même temps, c'est risqué. Mais ça marche. Et comme tout se passe pour le mieux d'ailleurs, eh bien elle va s'enhardir et demander à suivre une jeune fille atteinte d'une grave schizophrénie. Elle est toujours isolée dans un coin. Au coin d'une salle, elle ne bouge jamais de sa place. Personne ne l'a jamais entendue prononcer la moindre parole. Elle est une sorte de fantôme déconnecté de la réalité. Elisabeth Kubler-Ross va donc appliquer sa méthode à cette patiente. On pensera évidemment que c'est de la folie et qu'elle n'en tirera rien. Eh ben non, parce qu'au bout d'un an, la jeune fille va soudain ouvrir la bouche, ce qui va stupéfier évidemment tout le monde. Et pour parvenir à ce résultat, eh bien, elle a usé de ce qu'elle appelle la thérapie de l'art. Et un jour que la jeune fille s'appliquait à faire un dessin, elle a demandé à un médecin qui regardait comment elle s'y prenait, et elle lui a demandé si le dessin lui plaisait au médecin. Eh bien, il va répondre par l'affirmative. La réponse du médecin a été un incroyable déclencheur. Voilà que tout à coup, la jeune patiente s'exprime. Et dès ce moment, les choses s'arrangeront rapidement pour elle. Avec un traitement adapté, elle pourra donc sortir de l'hôpital ou un logement et exercer avec grand talent la sérigraphie d'art. Vous voyez, comme quoi. Et c'est durant cette période qu'Elisabeth Kubler-Ross va s'apercevoir qu'elle est de nouveau enceinte. Hélas, elle va faire encore une fausse couche assez rapidement. Et son obstétricien, cette fois, va se montrer très pessimiste. Il va dire qu'elle fait certainement partie de ces femmes dont les bébés ne tiennent jamais. Ça vous remet le moral au beau fixe, évidemment. Bon, ces paroles vont évidemment la bouleverser, et pour éviter de sombrer dans la dépression, elle va se plonger encore plus
avec plus d'énergie dans son travail, les résultats seront de plus en plus impressionnants, ce qui va lui faire oublier ce qu'elle a souffert de la perte de son enfant. Certains patients parviendront désormais à sortir seuls en ville pour faire leurs petites emplettes. Et avec l'assistante sociale de l'hôpital, elle organisera des journées portes ouvertes où les familles des patients ou des voisins de ceux-là pourront venir les visiter librement. Et tant qu'à faire, l'idée leur viendra de faire adopter par les visiteurs des patients et ceux qui ne reçoivent jamais de visite. Et ça va marcher, parce qu'il y a des tas de gens qui vont être intéressés, qui vont se presser de plus en plus nombreux à ces journées portes ouvertes. Et dans l'attente de leur arrivée, les patients se prépareront fébrilement pour se présenter sous leur meilleur jour. Ils font des efforts. Et l'on constatera que leur état ne fera que s'améliorer au contact de ces personnes bienveillantes venues de l'extérieur qui leur portent de l'attention et manifestent leur affection. Comme quoi l'amour, vous voyez, c'est très important. L'une des patientes, une femme prénommée Alice, qui était internée là depuis 20 ans, vous vous rendez compte, va se mettre à beau jour à réclamer ses 2 enfants. Ce sera la surprise, car on ne connaît absolument pas de descendance. Mais elle va insister tellement que l'assistante sociale va se lancer dans une enquête. Et finalement, on va retrouver la trace de ces enfants, qu'Elisabeth Kubler-Ross invitera à venir à une journée porte ouverte. Et leur surprise sera grande à ces enfants, quand on va leur apprendre que leur mère est internée, puisqu'on leur a toujours dit qu'elle était morte. Tous vont se déplacer à l'unité psychiatrique, renouer des liens d'affection avec elle, ce qui va considérablement améliorer son état, au point qu'un jour, elle sera en mesure de quitter l'hôpital pour partir vivre avec eux. Et c'est à cette époque qu'Elisabeth Kubler-Ross va se retrouver de nouveau enceinte. Cette fois, elle décidera de se ménager et de lever un peu le pied. Elle a l'intuition que ça va bien se passer, si elle ralentit ce rythme effréné qui est le sien habituellement. Et effectivement, le petit bébé tiendra bon. Il sera d'ailleurs si bien accroché qu'il ne voudra pas sortir. Elle va dépasser le terme de 3 semaines. Et pour qu'il se décide enfin à voir le jour, il aura fallu que son cher Mani lui fasse faire un bon grand tour de voiture sur des chaussées absolument défoncées pour que le travail se déclenche. Et ce sera un beau garçon de 4 kilos qui va leur naître et qu'ils appelleront, prénommeront Kenneth. 1 mois après la naissance, elle va reprendre son travail et sa méthode novatrice a été si efficace qu'elle a obtenu des résultats sidérants, puisque 94% des patients schizophrènes pourront enfin quitter l'hôpital avec des traitements adaptés. Vous vous rendez compte du score? Sa tâche accomplie, elle va quitter le Manhattan State Hospital pour rejoindre l'hôpital où exerce son mari et y prendre un poste de en psychopharmacologie. Le jour de sa prise de fonction, on la mettra aussitôt à l'épreuve. Le neurologue qui dirige le service va lui demander ainsi d'établir un diagnostic sur un jeune homme. Elle va s'exécuter et son rapport conclura à la fin imminente de ce patient. Ça va faire éclater de rire son patron, qui va lui lancer qu'elle a encore beaucoup à apprendre parce qu'elle n'y est pas du tout. Or, elle a raison, parce qu'il se trouve que le jeune homme va mourir quelques jours après. Ouais. Ce triste événement va aussitôt lui donner une certaine assise, on va l'écouter désormais avec un certain respect. Elle va vite réaliser que ses collègues médecins ont un curieux rapport à la mort aussi, ils ne l'évoquent jamais, comme si c'était un tabou, et aussi que leurs patients en fin de vie sont aussi malmenés que ceux qu'elle a pris en charge à ses débuts à l'hôpital psychiatrique. Ça va la choquer profondément. Elisabeth Kubler-Ross pense en effet qu'il est important de dire la vérité aux patients condamnés. Elle a été choquée d'entendre certains de ses collègues répondre à des cancéreux en stade terminal auxquels on n'avait pas révélé la gravité de leur état et qui demandaient s'ils allaient mourir, de pas dire d'imbécilité. Bah ouais. Elle va donc agir différemment. Et c'est ainsi qu'elle va se déplacer au chevet de ses mourants, dont la plupart sont relégués dans des chambres éloignées des postes d'infirmières. À ceux-là, on dispense les soins les plus minimalistes. Ils meurent de plus en plus souvent dans une profonde solitude. Elle va donc leur consacrer du temps, leur rendre visite régulièrement et leur parler franchement tout en leur tenant la main. En échangeant avec eux, elle découvrira évidemment que tous ont parfaitement conscience de la proximité de leur fin et qu'on leur a menti sur leur état. Et là, Elisabeth Kubler-Ross va prendre une décision radicale. Il faut que ça change. Ça suffit, ça peut pas durer, et elle va s'y employer.
et ce sera le combat de sa vie, ainsi que le début d'une réflexion profonde sur ce qu'est la mort, qui l'amènera très loin, comme vous le verrez dans une prochaine vidéo, avec à la clé certaines expériences qui relèvent du surnaturel et qui vous intéresseront certainement beaucoup. Voilà, donc j'ai fini sur cette première partie qui montrait comment Elisabeth Kubler-Ross est arrivée à des travaux sur la mort absolument importants, fondamentaux, qui ont permis vu les livres qu'elle a produits après, de faire comprendre au public certaines choses, et notamment ce qu'est l'isoémie, mais pas que la mort n'est pas une fin. La mort est un début, est une suite sur le chemin d'éternité, et vous verrez que la suite est extrêmement passionnante. Bon, peut-être que certains connaissent déjà, puisque j'avais déjà évoqué cette histoire, mais là, bon, j'ai creusé un petit peu, je fais comme d'habitude, et voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment et que vous avez découvert, si vous ne la connaissiez pas déjà, un être humain avec des majuscules absolument extraordinaire. Il y en a quelques-uns comme ça sur la planète, à toutes les époques, et c'est toujours réjouissant d'apprendre quelque chose de leur part. Voilà. Je vous remercie encore pour toute votre gentillesse, votre générosité. Si vous voulez continuer à m'offrir des cafés, je suis pas contre, parce que c'est ça qui m'arrange le mieux, faut dire, parce que c'est pas encore ça pour le reste. Mais puis surtout, continuez à me faire des commentaires, de me donner vos impressions, que je regarde et puis j'écoute. Et puis des fois, il y a des sujets que vous proposez qui me plaisent bien. Voilà, écoutez, merci, je me sens mieux. Vous voyez, à chaque fois que je raconte une histoire, ça va mieux. Bon, après, je vais avoir un petit coup de mou parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'énergie, mais je suis contente. Voilà. Je vais aller faire un petit tour, je vais prendre un petit café, il a l'air de faire beau, donc je vais aller à une terrasse, et voilà. Je vous embrasse comme d'habitude et je vous dis, j'espère à la prochaine. Voilà, portez-vous bien en attendant. Le prochain sujet sera ufologique et je reprendrai après l'histoire d'Elisabeth Kubler-Ross, qui est un volet très différent, mais qui est tout aussi passionnant, sinon encore plus enrichissant d'un point de vue spirituel. Voilà, à bientôt, merci, au revoir.